BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et chaque jour, on vous apporte aussi des clés pour diversifier vos investissements, vos placements. Pourquoi pas également de temps en temps dans le vin. Investir dans le vin, ça peut être un bon plan à moyen long terme. Thierry Godet vient nous rejoindre pour en parler, le président de Cavissima sur BFM Business. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Pour les investisseurs, comment les cours du vin pourraient-ils, d'après vous, évoluer l'an prochain en 2021 ? C'est une sacrée question là, vous me prenez au piège Guillaume. Alors... Il y a une bonne nouvelle et un espoir. Oui, tout à fait. Bah voilà. Bon, alors l'espoir, c'est effectivement le président Biden. On espère une chose, c'est qu'il puisse démanteler la surtaxe Trump de 25%, qui pèse quand même sur les exportations. Après, la bonne nouvelle qui s'est déjà amorcée au mois d'octobre, c'est la hausse des transactions interprofessionnelles. Déjà, la place de Bordeaux nous avait signalé un net regain, mais le Livex, qui lui publie des chiffres, nous annonce que au mois d'octobre, il a connu un nombre de transactions record depuis le mois de juillet 2011. Incroyable, hein ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? En fait, simplement, je pense que les stocks, donc en place notamment en Chine, se sont été légèrement dégonflés. Il y a une reprise économique en Chine, et donc véritablement, il y a eu des achats sur les places internationales, et donc on a vu les cours. Alors donc, si les stocks effectivement sont vides, si les transactions, etc., les cours ont repris de l'altitude, et donc on voit effectivement une hausse spectaculaire des différents indices sur le Livex. Alors, le Livex, c'est l'équivalent du CAC 40 pour les cours du vin, voilà. Exactement, c'est le marché de Londres qui va tracer exactement. Il y a différents indices, et nous on regarde de très près l'indice 100, le Livex 100, Fine Wine 100. Ce sont les 100 plus grandes valeurs en fait. Donc là, on est sur depuis le début de l'année une performance de l'ordre de 3,8%. Plus 3,8%. Plus 3,8%. Voilà. Et donc le Livex, et c'est un phénomène qu'on voit régulièrement sur le vin, quand il y a une crise sur le cours du vin, il y a toujours un cours qui va regagner son plus historique et le dépasser traditionnellement. Et c'est ce qu'on a observé cette année. Donc. Et c'est ce qu'on observe cette année. En pleine crise. C'est ce qu'on observe maintenant, exactement. Donc on est plutôt... alors c'est très intéressant. Alors le mois d'octobre et le mois de novembre sont toujours très forts pour les échanges interprofessionnels, parce qu'il y a le nouvel an chinois qui arrive, et donc là les stocks se refont en fonction. Eux sont en train de préparer leur nouvel an chinois véritablement, et donc il y a des achats qui se font, etc. Donc c'est positif. C'est positif. Il n'y a pas que Wall Street qui aura battu des records cet automne, il y a aussi les cours de certains vins. Le Livex, vous nous le disiez, au mois d'octobre a battu de nouveaux records, signe de la résilience peut-être de l'investissement dans le vin. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter, alors que les vents contraires sont quand même nombreux. On a eu la taxe sur les vins français cette année, la crise mondiale, la crise sanitaire, Thierry. Oui, alors deux mots sur la résilience. On est sur des produits qui sont... Les cours des vins sont décorrélés des marchés financiers. Il y a une consommation régulière des grands vins, et donc c'est cette réduction des stocks avec un produit qui prend de la valeur gustative au fil du temps, qui fait que véritablement il y a une prise de valeur financière, et il y a toujours, il y a rarement des produits qui performent mal dans ce genre de marché. D'autant que vous disiez la demande chinoise est repartie, et puis l'automne, à mesure qu'on s'approche du futur nouvel an chinois, les fêtes, l'automne, les stocks se reconstituent. Oui, tout à fait. Alors il y a la demande chinoise, mais il y a la demande japonaise, coréenne, taïwanaise, singapourienne, hongkongaise. Alors hongkongaise pas encore véritablement, puisqu'ils sont encore dans une position délicate, mais la demande est là. Elle vient de l'Asie. Les signaux sont très très forts en provenance d'Asie. Alors pour les particuliers qui nous écoutent, Thierry, qui sont peut-être amateurs de vin et qui veulent en faire un placement, ils veulent peut-être des idées concrètes aussi d'investissement. Quel millésime ou quelles appellations pour vous
ont du potentiel encore aujourd'hui si l'on devait y investir? Alors, moi j'ai prévu de vous parler de l'appellation Saint-Julien aujourd'hui. Ah oui. Alors l'appellation Saint-Julien, c'est une merveilleuse appellation grand cru de la rive gauche de Bordeaux. C'est une petite appellation, hein, 920 hectares. En comparaison, Margaux, c'est 1450 hectares, Pauillac, 1250 hectares. C'est 19 propriétés. 11 grands crus classés, donc des propriétés qui font en moyenne 50 hectares et plus. Voilà, c'est assez familial, hein. Il y a beaucoup de propriétés qui appartiennent à des familles, la famille Barton, voilà, la famille Marotto, etc. Et puis, il y a un parcellaire qui est assez enchevêtré. Il y a très peu de propriétés qui ont leur parcellaire d'un seul tenant, leur vignoble d'un seul tenant, si bien qu'il y a aussi une très grande entraide et une très grande et pas mal de discussions, pas mal de coopération sous la houlette du président Monsieur François-Xavier Marotto du château Braner-du-Cru, qui orchestre. Alors par exemple, tous les ans, ils vont regarder ensemble la progression de la flavescence dorée. Ils ont construit des unités pour recycler les eaux usées ensemble. D'accord. Et c'est une appellation Saint-Julien très dynamique. Donc. Alors, c'est une appellation qui est très dynamique. Il y a pas mal, il y a des jeunes, hein, voilà, qui ont pris le pouvoir. Et puis, moi, j'ai regardé un petit peu l'évolution des notes des critiques et puis l'évolution des prix moyens. Et on voit que cette appellation surperforme Pauillac. Il y a un match entre Pauillac et Saint-Julien, par exemple. On va pas dire qu'il y a de match, parce que à Pauillac, il y a quand même 3 premiers grands crus classés. À Saint-Julien, il y a plusieurs seconds grands crus classés. Voilà. Mais si j'ai pris les 10 premiers châteaux de Pauillac, les 10 premiers châteaux de Saint-Julien, et j'ai regardé l'évolution de la valeur moyenne sur 3 millésimes, sur 3 années. La valeur moyenne, excusez-moi, c'est 10 millésimes, hein, par château. Et là, on voit que la moyenne est favorable à Saint-Julien. Elle progresse de 18,8% en 3 ans, c'est-à-dire plus de 6% par an, quand Pauillac est au-dessous de 18%. Donc voilà, c'est très positif. C'est intéressant, la dynamique est du côté de l'appellation Saint-Julien. Exactement. Ouais, c'est pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, peut-être une idée de diversification pour vos placements à travers le vin, et pourquoi pas ce potentiel autour de l'appellation Saint-Julien. Alors, quitte à la privilégier, quel domaine est-ce qu'on devrait mettre en cave en priorité? Quels sont vos conseils, Thierry? On va regarder 2 choses. On va regarder l'évolution des notes des critiques. Là, je pense que la médaille d'or revient à Bechevel, qui a fait un très gros investissement en 2015, on en avait déjà parlé. Mais du cru, et puis tous les autres performent de façon tout à fait intéressante. Et si on regarde l'évolution des prix moyens, alors on a fait une analyse sur 2015, 16, 17, 18, 19. Et on a mesuré l'évolution des prix moyens. Et là, on voit que en tête arrive Bechevel, qui est toujours archi demandé. C'est le chouchou des Chinois. Du cru Beaucaillou tire très très bien son épingle du jeu, avec 9% de progression annuelle. Et c'est remarquable, hein, un produit qui vaut 160 € en moyenne. Mais surtout, après, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit la majorité des crus classés de Saint-Julien, Léoville-Barton, Léoville-Poix-Ferré, Gruau-la-Rose, biodynamie, et puis, alors ça sont des vins qui sont entre 69 et 80 €, qui progressent de 7% par an au niveau des prix. Depuis 5 ans, 4-5 ans. Ouais, exactement, sur les 5 derniers millésimes. Et puis, en dessous, on a un petit peu moins cher, on a Talbot, on a Braner-du-Cru, on a La Grange, on a Gloria, qui progressent eux aussi de 7%. Donc c'est tout à fait remarquable, parce qu'on est au-dessus d'une valeur moyenne qui est située entre 4 à 8% pour l'ensemble des grands crus de Bordeaux. Très intéressant. Comme ce monde du vin résonne avec celui des placements, le potentiel de cette appellation Saint-Julien, donc à travers ces quelques domaines que vous venez de citer, par exemple, Thierry. Vous voulez ajouter un mot? On a tout dit? Alors oui, juste pour ceux qui sont vraiment très intéressés par un excellent rapport qualité-prix, c'est Glana, qui est une très belle propriété, une petite propriété, mais enfin une petite propriété quand même de 40 hectares, et qui est d'un rapport qualité-prix extraordinaire. Et puis sinon,
pour ceux qui peuvent pas s'offrir des premiers vins, il y a des seconds vins qui sont absolument remarquables. Eh bien, on parle là d'investissement. Hein. Pour le reste, c'est bien sûr à consommer avec modération. Et on parle aussi de diversification patrimoniale à travers ce potentiel du vin, un placement liquide, avec mauvais jeu de mots. Voilà, on l'assume, ce jeu de mots-là. Merci Thierry. Thierry Godet, le président de Cavissima, qui nous rejoint régulièrement. Merci d'être passé sur le plateau de BFM Business. On déconfine les thématiques de placement. Hein. Vous vous en rendez compte désormais chaque après-midi. On parlera d'immobilier à nouveau dans la prochaine heure. Et des marchés, bien sûr, dans quelques minutes. On rejoindra Grégory Volokin à New York pour le suivi de la séance américaine. À Paris, on est toujours en légère hausse. Le CAC gagne 0,3% en ce moment. À tout de suite sur BFM Business.